Il existe une plante qui pousse aux endroits précis où nos villes fuient et se fissure. Fossés de drainage, bassins de rétention, canaux de bord de route où les eaux pluviales s'accumulent. Elle pousse de 4 pouces par jour. Elle produit 84 tonnes de nourriture comestible par acre en 9 mois. La moitié du monde la consomme comme légume de base. L'appelant kangkong ou épinard d'eau. Aux États-Unis, elle est répertoriée comme une mauvaise herbe nuisible fédérale. Son déplacement pour la distribution peut entraîner des amendes et jusqu'à 5 ans de prison fédérale. Cette plante pousse là où le béton échoue, nourrit des millions de personnes à travers l'Asie et prospère dans des conditions qui tueraient la laitue. Et c'est précisément pourquoi ils ont dû la criminaliser. L'archive ne s'ouvre pas dans un tombeau, mais dans la mémoire vivante. Et elle remonte à plus de 4000 ans. L'épreuve de culture en Asie du Sud-Est date d'environ 2000 avant. Je sais. Au 5e siècle. Elle est apparue dans des textes de médecine traditionnelle chinoise à travers l'Asie. Pendant des millénaires, cette plante a été cultivée en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, aux Philippines, en Indonésie et en Malaisie. Elle pousse avec presque aucun soin dans de nombreuses voies navigables. Mais la preuve de sa résilience vient de la guerre. Pendant l'occupation japonaise de Singapour durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les systèmes alimentaires conventionnels se sont effondrés et que les gens mouraient de faim. Cette plante a poussé remarquablement facilement dans de nombreuses zones et est devenue une culture de guerre populaire. Ce n'était pas une nourriture de famine d'urgence grappillée en marge. C'était un légume de base qui a sauvé des vies quand l'agriculture industrielle a échoué. La plante est Lepamoa aquatica, l'épinard d'Opne. Et le monde ne l'a jamais oublié. Écoutez combien de noms elle porte. En mandarine, on l'appelle Kong Shenkai, ce qui signifie légume au cœur creux. En cantonais, Ang Chua. En thaï, Phac Bon. En vietnamien, Rau Muang. En philippin, Kong Kong. En malaisien et indonésien, Kong. En tamoul, Valals. Une seule plante, des dizaines d'identités régionales. Parce qu'il ne s'agit pas d'une plante sauvage obscure que seuls quelques glaneurs connaissent. C'est un légume que la moitié du monde mange régulièrement. Les Thaïlandais le font sauter avec de la sauce d'huître et des piments dans le pod pig bong pha dung. Les Vietnamiens le servent cru aux côtés du pho. Les Philippins cuisinent la duc bong kung kong avec du vinaigre et du soja. Les Indonésiens préparent le plengkon gong de Lombok avec de la pâte de crevettes et du citron vert. Les Malaisiens préparent le sambal kung kong. Les Chinois le font sauter avec du tofu fermenté. 78% des utilisateurs de l'Asian Culinary Forum l'associent à des souvenirs d'enfance et à des repas de famille. 82% rapportent se sentir déçus lorsque des substituts sont utilisés. Ce n'est pas exotique. C'est une nourriture de tous les jours. Alors pourquoi est-ce une contrebande en Amérique à cause de ce qui se passe quand on la plante? La base de données des espèces envahissantes du Texas rapporte qu'elle peut croître à un rythme de 4 pouces par jour. Les tiges peuvent atteindre 70 pieds de longueur. La production de biomasse atteint 84 tonnes de pois frais par acre en 9 mois. Chaque plante produit 175 à 245 graines. Mais les graines ne sont même pas la menace principale. Elles se propagent principalement par fragmentation. Les morceaux brisés s'enracinent et établissent de nouvelles plantes. Les tiges sont creuses. Elles flottent. Les fragments descendent le courant. La plante s'enracine au nœud le long de la tige. Jetez une bouture dans l'eau et elle devient une nouvelle plante en quelques jours. Ce n'est pas un problème de jardin. C'est un problème d'infrastructure. Une plante qui se multiplie à partir de fragments et voyage à travers les systèmes de drainage devient une cible pour les agences qui gèrent les canaux et le contrôle des inondations,
Ce taux de croissance est le fait biologique qui a rendu la criminalisation inévitable. Mais parlons de ce qu'il y a à l'intérieur de cette plante, car les chiffres nutritionnels expliquent pourquoi la moitié du monde n'a jamais cessé de la manger. Une tasse cuite contient 20 calories et 2 grammes de protéines. Vitamine A, 255 microgrammes, soit 28% de la valeur quotidienne. Vitamine C, près de 16 mg, soit 17% de la valeur quotidienne. Fer, 3 mg. Calcium, 53 mg. Potassium, 278 mg. Elle est faible en calories, mais dense en micronutriments par portion. Elle a une teneur en vitamine A similaire à celle des épinards et plus de vitamine C que la laitue. Si elle est nutritionnellement comparable aux légumes verts pour lesquels les Américains paient plus de 1,5 milliard de dollars par an. Pourquoi n'est-elle pas courante ici? Parce qu'on ne peut pas la breveter. On ne peut pas vendre d'herbicides pour elle. On ne peut pas créer de dépendance envers elle. Et au moment où elle est apparue dans les voies navigables américaines, ils ont mobilisé tous les mécanismes juridiques pour l'arrêter. Le motif est inscrit dans la loi elle-même. Le Plant Protection Act définit une mauvaise herbe nuisible comme toute plante qui menace l'irrigation, la navigation, la santé publique ou l'environnement. La base de données des espèces aquatiques non indigènes de l'United States Geological Survey rapporte que des masses enchevêtrées obstruent le flux d'eau dans les canaux de drainage et de contrôle des inondations. La Floride allègue spécifiquement que les canopées denses sur l'eau stagnante créent des environnements idéaux pour la reproduction des moustiques. Ce n'est pas présenté dans les documents officiels comme une protection des profits de la salade. C'est présenté comme une protection des infrastructures, des systèmes de contrôle des inondations, de la santé publique, de la navigation. La question est de savoir si la menace est réelle ou si elle est une justification pratique pour la suppression. Car si la menace était universelle et absolue, les impacts ne varieraient pas si radicalement selon l'emplacement. Voici ce qui est écrit noir sur blanc. Le Plant Protection Act, signé le 20 juin 2000, interdit le mouvement entre États ou l'importation de mauvaises herbes nuisibles répertoriées sans autorisation fédérale. Le titre 7 du Code des règlements fédéraux, section 360. 200 énumère explicitement l'Hippomhoea, Oea aquatica, sous les mauvaises herbes aquatiques et de zones humides, Epinardo Te. Gloire du matin des marais. Le service d'inspection de la santé animale et végétale du département de l'agriculture des États-Unis exige des permis pour toute importation ou mouvement entre États. Les permis peuvent inclure des mesures de protection des installations, des inspections et des conditions pour empêcher la dissémination. Les moyens de répression sont réels. En vertu de la loi fédérale, déplacer sciemment une mauvaise herbe nuisible pour la distribution en violation de ces règlements peut entraîner des amendes et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans. Pas un délit mineur, un crime fédéral. Ainsi, le premier mystère est résolu. Elle n'est pas, en quelque sorte, bannie. Elle est explicitement criminalisée au niveau fédéral. Déplacer des épinards d'œufs à travers les frontières des États pour la vente sans autorisation est un crime fédéral. Mais l'application par les États raconte une histoire plus complexe. En Floride, l'Institut des sciences alimentaires et agricoles de l'Université de Floride rapporte de multiples introductions connues depuis 1979. La plante a été étudiée comme une culture maraîchère potentielle, mais les chercheurs ont conclu que le risque et les coûts d'invasion l'emportaient sur les avantages potentiels. L'alerte aux mauvaises herbes de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission avertit que la possession est interdite sans permis spécial et ordonne de ne jamais planter dans les voies navigables de Floride. Le résumé de l'évaluation des risques de l'United States Fish and Wildlife Service rapporte que depuis la fin des années 1970, le département des ressources naturelles de la Floride a éradiqué plus de 20 petites infestations qui s'étaient échappées de plantations illégales.
La position de gestion actuelle liste l'effort comme une éradication. Les herbicides comprennent le glyphosate, l'imazapyr et le triclopyr. Les acres traités en 2020 représentaient moins d'un acre. La plante continue de réapparaître malgré des décennies de campagnes d'éradication. Mais voici l'échappatoire qui révèle comment ce système fonctionne réellement. Le département de l'agriculture de la Floride indique que l'épinardo oasis est une plante aquatique interdite de classe 1. Les pépinières enregistrées sont autorisées à le cultiver pour la vente en dehors de la Floride en vertu d'un accord de conformité. La plante n'est pas détruite. Elle est dirigée vers un canal contrôlé. Accord de conformité des pépinières enregistrées. Vente hors de l'État uniquement. L'appareil n'élimine pas la plante. Il contrôle qui peut en profiter. Le Texas raconte une histoire différente. Une histoire où l'application de la loi est entrée en collision avec la culture et a partiellement fait marche arrière. Le département des parcs et de la faune du Texas a reçu l'autorité législative en 1989. L'épinard d'os a été placé sur la liste des produits interdits à ce moment-là. Mais en 2003, le département a pris connaissance d'installations de culture à Rocharon, au Texas, près de Houston, avec plus de 60 cultivateurs. De nombreux cultivateurs étaient des Américains d'origine cambodgienne. Les principaux consommateurs étaient des Américains d'origine vietnamienne et chinoise. Il s'agissait de communautés immigrées cultivant un aliment de base de leur pays d'origine. Le Texas a modifié les règlements en 2005. La production est devenue légale avec un permis pour espèces exotiques. La possession pour consommation personnelle est devenue légale. C'est le seul cas documenté où l'application de la loi a heurté les pratiques alimentaires culturelles et où l'État a partiellement reculé. Le revirement du Texas prouve que l'interdiction n'est pas une question de danger biologique absolu. C'est une question de contrôle. Et quand suffisamment de personnes ont exigé l'accès à leur nourriture traditionnelle, le système s'est adapté, mais seulement au Texas. Partout ailleurs, l'interdiction fédérale reste absolue. Maintenant, voici le détail qui défait toute la logique. L'évaluation des risques liés aux mauvaises herbes du Service d'inspection de la santé animale et végétale du département de l'agriculture des États-Unis admet que l'épinardo est naturalisé en Floride, à Guam, à Hawaï et à Porto Rico. Il a été cultivé illégalement ou sous permis dans certains États, mais de manière critique à Hawaï et à Porto Rico. Il ne semble pas causer de dommages écologiques ou économiques comme en Floride. La même plante, différents écosystèmes, différents impacts. La Caroline du Sud est le seul État connu pour adopter une position proactive contre les populations connues en dehors de la Floride. Donc, si les impacts varient selon le climat, l'hydrologie et l'écosystème, pourquoi la classification fédérale reste-t-elle absolue? Pourquoi une plante qui ne cause aucun dommage à Hawaï constitue-t-elle encore un crime fédéral à transporter? Parce que la classification n'est pas une question de science, c'est une question de standardisation. Une fois qu'une plante est répertoriée au niveau fédéral, la bureaucratie applique par défaut la prohibition partout, même là où la menace n'existe pas. Et quand un aliment devient une mauvaise herbe, tout un appareil chimique et contractuel devient la solution. Le manuel actuel de la Floride liste le glyphosate, l'imazapyr et le triclopyr comme herbicide pour le contrôle de l'épinardo. Le contrôle mécanique est jugé non réalisable parce que les fragments s'enracinent et créent de nouvelles plantes. L'arrachage manuel est cité mais impraticable à grande échelle. Le Texas note que le glyphosate est efficace dans les fossés secs. Les références historiques mentionnent le 2,4-D et le 2,4,5-T à des concentrations de 1000 parties par million. L'industrie des herbicides a des produits à vendre. Le secteur de la sous-traitance a des services à offrir. L'éradication devient une source de revenus.
Mais la plante survit malgré les produits chimiques, malgré l'interdiction, malgré son classement comme plante nuisible fédérale. Le liseron d'eau pousse toujours là où les conditions le permettent. Alors, suivons l'argent parce que c'est là que réside le mobile. Le service de recherche économique du département de l'agriculture des États-Unis rapporte que les producteurs américains ont reçu 21,8 milliards en recettes monétaires provenant des légumes et des melons en 2022. La laitue représente près de 1 des revenus de légumes. Vente de Roma, un 54 milliards. Iceberg, un 33 milliards de dollars. Laitue en feuilles, un 25 milliards de dollars. Épinards, plus de 562 millions de dollars sur 60 000 acres. 75% dans la Californie côtière et 5% en Arizona. Une plante verte comestible à croissance rapide qui se propage par bouture et ne nécessite aucun intrant, entre en collision avec une chaîne d'approvisionnement de légumes sur les feuilles terrestres d'1 milliard de dollars qui nécessite de la terre, de l'eau, de l'engrais, des semences et des infrastructures de distribution. Le défaut réglementaire est clair. Quand l'abondance gratuite rencontre la rareté contrôlée, les régulateurs se tournent par défaut vers un langage de contrôle et des barrières de permis. Pas par conspiration, parce que l'élan institutionnel favorise la lisibilité, le contrôle et les structures économiques déjà en place. Mais voici l'urgence qui fait de ceci une crise actuelle, et non une curiosité historique. L'agriculture traditionnelle est de plus en plus vulnérable à la sécheresse, à la chaleur, aux conditions météorologiques extrêmes. Le liseron d'or prospère dans des conditions humides perturbées. Il pousse dans des endroits où l'agriculture conventionnelle ne le peut pas. Fossés de drainage, bassins de rétention, zones humides marginales. La plante nécessite des précipitations minimales. Pas d'engrais. Se propage par bouture et pousse de 4 pouces par jour. La solution à l'insécurité alimentaire existe déjà dans les endroits où nos infrastructures fuient. Mais nous dépensons l'argent des contribuables pour l'éradiquer et y attachons des sanctions pénales pour le supprimer. C'est cela l'inversion. La plante qui pourrait nourrir les gens pendant les perturbations climatiques est la plante que nous avons classée comme un crime. Alors, qu'est-ce qui est prouvé et qu'est-ce qui reste présumé? Prouvé sur le papier. Plante nuisible répertoriée au niveau fédéral. Elle est réglementée par permis. Le mouvement pour la vente ou la distribution peut entraîner de graves sanctions pénales. Plusieurs États interdisent la possession ou la culture sans permis. Prouvé dans la logique des infrastructures. Les définitions officielles citent la navigation, l'irrigation et la santé publique. Des sources gouvernementales documentent le contrôle des inondations, l'obstruction des canaux et la formation de tapis denses. Ce qui n'est pas prouvé par ces sources. C'est la preuve directe que l'interdiction a été promulguée pour protéger un monopole de l'industrie maraîchère, ce qui nécessiterait des dossiers d'élaboration de règles, des registres de lobbying et des études de cas d'application. Le mobile institutionnel et le contrôle des infrastructures. Que cela serve des intérêts économiques est une question ouverte, pas un fait documenté. Mais le modèle est indéniable. Un aliment qui pousse gratuitement, sur lequel la moitié du monde compte, qui a sauvé des vies pendant la Seconde Guerre mondiale, est classé comme dangereux aux États-Unis, tout en restant inoffensif à Hawaï et à Porto Rico. Cette contradiction est à la preuve. Apprenez à la reconnaître. Apprenez la loi dans votre État. Apprenez comment la nourriture devient de la contrebande par la paperasse. Et demandez-vous, à qui profite le fait que l'abondance gratuite devienne un crime fédéral? Parce que la plante est toujours là, pousse toujours, offrant toujours 4 pouces de nutrition par jour, à quiconque est prêt à la voir pour ce qu'elle est réellement. Pas une mauvaise herbe, pas une menace, mais 4000 ans de nourriture se cachant dans les fissures d'un système qui ne peut pas en tirer profit. Et maintenant, vous savez.